ne. Irajo, déglul ma irajo, jàppal ma irajo. Dimanche 29 octobre 2023, bonjour à tous, bienvenue dans l'Air du temps, l'émission qui passe à la loupe l'actualité de la semaine. Une semaine très chargée en actualité, 2 invités dans ce studio comme d'habitude. Nous sommes avec Denis Nour, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Dans ce studio également, Djibril Gueye, bonjour. Bonjour. Chargé des élections au Forum civil. Commençons par l'actualité. L'actualité, c'est maintenant. Demain, la Commission électorale nationale autonome va donner son verdict concernant l'affaire des fiches de parrainage qui concerne le maire de Ziguinchor après le recours des avocats d'Ousmane Sonko. Djibril Gueye, quoi attendre de la Commission électorale nationale autonome demain? Bonjour à tout le monde. Bonjour aussi aux auditeurs et téléspectateurs de iRadio et ITV. Et vous remercie aussi de cette invitation-là. Merci à vous. Donner une occasion aussi de parler aux Sénégalais sur les questions de l'heure, qui restent extrêmement importantes dans l'opinion, mais qui demandent aussi beaucoup de sérénité dans l'expression. On veut être juste dans l'équité, surtout dans la livraison des informations. Ce sont des institutions qui ont été saisies pour une question concernant un citoyen sénégalais. C'est une affaire pendante en justice qui jusqu'à présent suit son cours. Une institution aussi comme la Sénat saisie par les avocats d'Ousmane Sonko pour donner son point de vue sur un droit. Donc il est préférable quand même qu'on attende de la Sénat sa version. Le processus est normal. Le processus contourner la DGE, la Direction générale des élections, pour saisir la Sénat afin d'obtenir gain de cause concernant les fiches de parrainage. Le processus suit son cours normalement. Ce qu'il faut retenir, jusque-là, la procédure est normale. Après le tribunal, c'est la procédure administrative qui démarre par l'autorité administrative jusqu'à l'ordre donné à l'institution DGE d'exécuter. Il faut faire la différence entre les institutions d'exécution et les institutions de décision. La DGE, dans tous les cas, est une institution qui applique une décision administrative. Donc, tant que cette décision-là n'a pas cette autorité de se juger, lui donnant instruction de pouvoir l'appliquer, je crois que c'est là où, effectivement, on a des difficultés de compréhension. Mais aller justement directement avec son ordonnance, nonobstant, ou de même faisant fi de la procédure administrative et judiciaire, je crois que c'est ça qui peut poser problème. Denis Nour, avant la Sénat, il y avait la DGE, ce bras de fer entre les partisans ou avocats de Sonko et la Direction générale des élections concernant les fiches de parrainage. Comprenez-vous ce bras de fer après la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor qui a rétabli Ousmane Sonko dans ses droits? Oui, ça peut se comprendre. À mon avis, vous savez, depuis fort longtemps, les politiques se sont toujours plaints du fait que le ministère de l'Intérieur n'est pas neutre dans le processus électoral. Ce qui fait que, quand on parle de DGE, on fait allusion également au ministère de l'Intérieur par rapport à la hiérarchie. Et donc, de ce point de vue-là, c'est sûr qu'il y aura toujours bras de fer, dans la mesure où, si celui qui est considéré comme l'arbitre est considéré comme un arbitre qui n'est pas neutre, forcément, ça peut poser problème. Et vous savez, ce qui nous a amené à avoir un consensus dans un processus électoral qui avait été accepté par tous dans le passé, c'est justement parce qu'on a eu un peu à la tête du ministère de l'Intérieur une personnalité
vraiment neutre. Mais cette conception est difficile. Désolé de vous avoir coupé. On a eu des élections législatives, des élections locales avec la percée de l'opposition, alors qu'au ministère de l'Intérieur, qui était en charge des élections, c'était Antoine Félix Diome. Est-ce que ce n'est pas une conception relative du processus démocratique au Sénégal? Je ne crois pas. Vous savez, parfois, comme on dit, on est dans l'ère du numérique. Il y a des choses qu'on ne peut pas falsifier. Oui. Vous savez, il y a des limites dans le comment vouloir trafiquer ou manifester une certaine façon de duper un peu celui qui est en face de nous. Et c'est ce qui fait que même s'il y a eu tentative, ils n'ont pas obtenu gain de cause jusqu'au bout. Et c'est ce qui a fait justement il y a eu tentative. Cette perception. Absolument. C'est une affirmation. Il y a eu tentative. Il y a une tentative, je veux dire. Il y a des irrégularités qui ont été soulevées. Ouais. Pour moi, ces irrégularités, c'est une tentative de confiscation ou de vouloir, si vous voulez, gagner à tout prix quand on nous donne des résultats alors que les résultats ne sont pas encore sortis. C'est un problème. Et je dis, j'aime à le dire, les élections, c'est un processus. Oui. Et le processus, c'est d'abord en amont, avant, pendant et après. Si vous voyez dans beaucoup de pays des élections, au sortir des élections, il y a des contestations, forcément, il faut regarder le rétroviseur. C'est parce que pendant le processus, il y a eu pas mal de choses qui ont été contestées, mais qui n'ont pas été prises en considération. Moi, je donne l'exemple du respect des décisions de justice. C'est le président de la République lui-même qui a dit « Je veillerai à ce que les décisions de justice soient respectées. Oui. » Alors, on ne peut pas comprendre. Quand une décision de justice est là, on peut qualifier d'être en faveur de l'opposition ou pas. Ce n'est pas ça qui est important. Mais ce qui est important, c'est que pour moi, dans mon entendement, dans mon esprit, si le chef de l'État dit que les décisions doivent être appliquées, pour moi, ça doit être appliqué conformément à la décision qui a été donnée. Mais, vous savez, on doit aussi regarder le rétroviseur parce qu'on ne doit pas dire on fait tabula rasa, on commence à zéro. Non, parce qu'il y a eu des décisions de justice assez importantes qui n'ont pas été appliquées. Je peux donner juste 2 exemples. Prenons l'exemple du parrainage avec la Cour de justice de la CEDEAO. Prenons l'exemple également. C'est le cas Karim Wade, c'est ça? Le cas Karim Wade, mais c'est également surtout l'arrêté Ousmane Ngom que nous avons combattu au niveau de la Cour de justice et qu'on a obtenu gain de cause. Pourtant, il y a eu silence sur l'exécution de ces décisions de justice. Donc, il ne faudrait pas montrer aux Sénégalais, justement, le fait qu'il y ait cette perception de poids de mesure, de justice, double vitesse. Évidemment, la justice en tant que telle, si vous prenez individuellement les juges, c'est des juges qui sont compétents. C'est des gens qui ont du mérite, à qui on doit donner beaucoup de respect. Oui. Cependant, un procureur qui fait des appels pour quelqu'un qui a été libéré au moment où le juge a jugé que cette personne doit être libérée, ça pose problème. Parce que pour moi, le procureur, il doit être là pour la nation, pour justement les populations et plaider pour leur cause et non pour une cause politique. Et parlons du procureur qui a sorti un communiqué après la diffusion sur les réseaux sociaux d'un document dit administratif interne et qui renseigne sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. Bon, d'abord, sur cet état de santé d'Ousmane Sonko qui est toujours à l'hôpital principal, faut-il s'inquiéter ou comment traiter ce cas? Parce que quand on lit le document, on parle un peu d'un état de santé délétère. Oui, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles quand même les Sénégalais doivent être éveillés. Et en toute responsabilité. C'est très dangereux dans ces moments de crise interne, politico-sociale, qui interpellent toutes les forces vives de la nation. Il est bon, nous, en tant que communicateurs, représentants des institutions, représentant une opinion, c'est le moment de parler aux Sénégalais dans les règles de l'art pour justifier certaines positions, aussi bien de l'administration que des acteurs. Évitons, et là j'invite M. Ndour
comme les autres, évitons de tomber de travers du jeu des acteurs. Nous, notre position, c'est d'en avoir une clairvoyance, une opinion des partis, de tous les acteurs, pour donner une opinion d'équité, une information d'équité. L'affaire Ousmane Sonko, au Sénégal actuellement, depuis qu'il y a le phénomène Ousmane Sonko, c'est un cas d'école qui traite de toutes les questions politiques, juridiques et sociales. Si aujourd'hui, Ousmane Sonko, le cas Ousmane Sonko, le cas de la DGE, le bras de fer sur le parrainage pour le cas Ousmane Sonko, est pour moi le dernier événement pour Ousmane Sonko dans l'espace politique. Parce que depuis qu'il est dans l'espace politique, il est en main à partir avec la justice, avec l'administration et aujourd'hui avec l'espace électoral, l'espace citoyen. Ce qu'il faut retenir, c'est de ne pas du tout jeter le discrédit sur nos institutions, jeter le discrédit sur nos personnalités à tous les niveaux, mais faire une analyse juste. Mais ça fait peur, Djibril Gueye, si on voit un document administratif interne vous me laissez terminer. Qui renseigne sur l'état de santé. Il faut d'abord interroger la cause de cette diffusion. Oui. Depuis qu'il y ait le phénomène Ousmane Sonko, ce sont ces événements-là qui se succèdent dans l'espace et qu'on doit réprimander, que l'on doit sanctionner. Pourquoi? Parce que c'est des réponses à des interpellations partisanes dans nos différentes institutions. Et là, tout le monde va y pâtir. Pour le cas de sa santé, il faut le traiter, pour moi, avec humanité. Quittons le champ juridique pour être dans l'humanité. Pour une personnalité sénégalaise qui cristallise des ambitions, qui cristallise des opinions, qui a le droit de demander le mandat pour diriger ce pays-là, qui aujourd'hui qui est dans une situation dangereuse pour ça, une surchauffe pour sa santé, et qu'il doit représenter quelque chose pour le Sénégal, on doit traiter cette question-là avec humanité. Trouver tous les moyens qu'il faut pour qu'Ousmane Sonko retrouve sa santé. Tous les moyens, c'est quoi? Tous les moyens, c'est même s'il s'agirait aujourd'hui de l'amener ailleurs, même à l'étranger, pour qu'il se soigne. Le mettre dans des dispositions de retrouver sa santé. Vous ne faites pas confiance aux structures sanitaires c'est pas ce que nationales. je dis. Ce que je veux dire, c'est en sus de ce qu'on peut faire pour lui, même faire appel à d'autres compétences, même internationales, du point de vue, régler le problème de sa santé, par ce qu'il représente comme autorité politique au Sénégal. Pape, il y a des choses sur lesquelles actuellement les Sénégalais doivent beaucoup plus réfléchir qu'agir. Les télescopages en termes de combat qui aujourd'hui empestent l'espace social sénégalais n'est rien d'autre que des soubresauts qui naissent des contradictions politiques. Ces contradictions ne se règlent pas politiquement, ils ne se règlent pas juridiquement, ils se règlent maintenant sur des questions d'opinion, sur des questions de sympathie, d'être partisans, et que les résultats continuent à gréver, à empester notre espace social, qui est le socle de tout événement politique, qui est le socle de toute émancipation politique. Donc revenons à la raison, respectons les institutions, mais ayons beaucoup plus d'humanisme dans le traitement des questions politiques au Sénégal. En tout cas, le traitement des questions politiques concernant l'affaire Ousmane Sonko divise. Le procureur a sorti un communiqué pour ordonner une enquête pour voir l'auteur ou les auteurs de ce communiqué. Les avocats d'Ousmane Sonko ont rétorqué en disant qu'il faut veiller un peu sur l'état de santé d'Ousmane Sonko. Comment sortir de cet imbroglio sanitaire, judiciaire et politique, Denis Tour? Merci. Je voulais juste revenir un peu par rapport à ce que Djibril disait pour le respect des institutions. C'est très important. Mais il ne faut pas oublier que les institutions, ce sont les humains qui les incarnent. Ce sont les hommes. Alors,
on ne peut pas parler d'humanisme si la personne qui incarne même l'institution ne le prouve pas dans ses actes de tous les jours. Vous êtes très affirmatif, Denis Ndour. C'est qui la personne? C'est le président de la République? Ça, c'est vous qui le dites. Non, il faut mal nommer, c'est ajouter au malheur à ce moment. J'ai dit les institutions. C'est du pluriel. C'est du pluriel. Oui, qui les incarne? Alors, qui les incarne, c'est ceux qui les incarnent. Oui. Voilà. Donc, c'est pour dire tout simplement que quand on parle d'humanisme, mais justement, c'est parce que c'est celui qui incarne l'institution, c'est celui-là qui doit montrer cet humanisme-là dans la vie quotidienne. Oui. Parce que les Sénégalais aussi, ils sont pas fous, hein. Ils voient ce qui se passe et ils analysent eux-mêmes. Peut-être que nous avons ce privilège d'être là comme invités pour parler. Mais eux aussi, ils ont leur opinion, ils ont leur droit de dire des choses. Mais pour venir un peu par rapport à cette situation sanitaire, je dirais tout simplement que au Sénégal, on a l'habitude de déplacer les problèmes au lieu de les régler. Et tant qu'on les déplacera, on sera toujours face à des problèmes. Aujourd'hui, vous vous rappelez, depuis qu'il y a eu ce phénomène Ousmane Sonko, procès, on était toujours dans des histoires des trucs fuités, des fuites d'enquêtes internes. Oui. À la section de recherche. Voilà, section de recherche. Ensuite, il y a eu le Capap Allé. Bon. Oui. Évidemment, il y a tellement de choses qui se sont passées. Et pour moi, à mon avis, la solution durable n'est pas encore faite. Et c'est pourquoi ça continue aujourd'hui. C'est quoi? Aujourd'hui, pourquoi on devrait avoir, à mon avis, la modernisation même de l'État fait partie des solutions. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un vendeur de cacahuètes peut se trouver entre les mains une feuille confidentielle ou un dossier médical d'un patient. Et pourquoi? Lui, celui qui est là, qui vend, il ne sait pas, hein, il a juste des papiers. Ça veut dire que dans même la façon d'archiver nos documentations, cela doit être beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, on doit pouvoir scanner et puis avoir un fichier avec un mot de passe qui n'est pas accessible à n'importe qui. Vous voyez? Ça veut dire que c'est ça, il faut filtrer les informations. Il faut filtrer les informations, mais il faut les scanner et les rendre électroniques. Pas des papiers. Quand on les rend électroniques, ça veut dire qu'on peut se débarrasser de ce papier-là. Mais pourquoi la politique est partout, même dans les hôpitaux, dans l'administration? Mais c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi? C'est dommage qu'il y ait cela. C'est sur quoi on doit beaucoup plus insister. Voilà, c'est dommage qu'il y ait ça. Oui. Mais je dis que on doit moderniser aussi les choses. C'est-à-dire qu'on ne doit pas donner... Ça, c'est un fait. Voilà, on ne doit pas donner les gens l'opportunité de pouvoir faire certaines choses comme divulguer des choses. Quand il y a des barrières, ça veut dire que je ne peux pas avoir accès. Si je dois avoir accès à un dossier médical d'un monsieur X, oui. et je ne peux pas parce qu'il y a un mot de passe. Monsieur Ndour, mais je ne peux pas le faire. Je vais m'excuser. C'est une question d'éthique. C'est pourquoi je veux qu'on revienne sur les choses. Moi, la modernisation de l'administration est une question logistique qui est imminente au Sénégal et qui a aussi ses conséquences par rapport à la manualité du traitement des dossiers administratifs. Mais c'est une question d'éthique pour celui qui exerce une fonction dans l'administration parfois aussi importante de pouvoir faire fuiter des informations aussi dangereuses. C'est une question d'éthique. Et c'est fait à dessein. Ah oui. Moi, mon dossier médical n'a pas fuité. Il y a combien de malades ici au Sénégal? Les dossiers sont là, bien protégés. Mais si c'est le cas Ousmane Sonko, et c'est son dossier qui a fuité, c'est parce que la réaction est ailleurs. Et l'ampleur est grandiose. Pourquoi c'est Ousmane Sonko? Pourquoi je reviens sur cette question-là? Oui. Nous avons les mêmes perceptions de notre administration, qui a été pendant longtemps une administration continue, une administration d'État, mais qui aujourd'hui peut être obsolète à tous les niveaux. Là, c'est une question. Vous venez de poser une question importante pour dire pourquoi la politique est partout. C'est pas ça. Vous dites que pourquoi on est partisan partout. On doit être beaucoup plus dans le respect de l'éthique, dans le respect de déontologie. C'est le terme de la déontologie, de pouvoir distinguer ce qu'on doit faire et ce qui ne doit pas être fait selon la position dans la fonction. Alors si maintenant on fait fuiter ces choses-là, c'est parce que tout simplement
c'est assez politicienne. Encore, créer des problèmes dans l'espace, je voudrais encore interpeller les forces sociales comme nous. La politique est chez vous. Si la politique est partout, faisons en sorte qu'elle soit partout, mais qu'elle ne détruise pas tout. Pourquoi? Parce que nous avons, nous aussi, notre déontologie, nous avons aussi notre sincérité et notre éthique à défendre par rapport aux organisations que nous défendons. Nous n'avons pas le droit de banaliser, de rendre assez facile des gestes aussi dangereux dans l'espace qui pourraient encore créer des problèmes. Pourquoi j'ai interpellé l'humanité? C'est parce que tout simplement, il y a des moments où il faut un traitement spécial pour une personne par rapport à sa représentativité dans l'espace politico-social. Ousmane Sonko n'est pas n'importe qui. Oui. S'il est malade aujourd'hui, à ce point, il est important que l'État du Sénégal s'en engage parce qu'il fait partie des personnalités au Sénégal, oui, comme on l'aurait fait avec une haute personnalité dans d'autres domaines. Oui. Je parle de cette humain dans ce sens-là. Cela n'enlève à rien le respect des procédures, le respect du processus électoral et le respect des décisions judiciaires. Et faisons le procès de l'administration. Pourquoi l'administration est si politisée, Denis Ndour? Ben, c'est ce que je dis tout le temps. Qui incarne l'administration? C'est des gens qui sont parfois des amis des politiques ou bien même qui ne cachent même pas parfois leur appartenance politique et qui occupent une certaine fonction dans l'administration. Oui. Et donc, c'est ça là où Djibril mettait l'accent sur l'éthique. Oui. C'est-à-dire, si on parle, et je fais référence aux assises nationales, on avait dit qu'on doit tout faire pour éviter les conflits d'intérêts. Et les conflits d'intérêts, justement, pour quelqu'un qui incarne certaines fonctions. Mais aujourd'hui, on voit des gens qui ont des fonctions et qui s'affichent carrément de leur... Est-ce que le conflit d'intérêts ne commence pas est-ce que le conflit d'intérêts de Nice ne commence pas par un premier ministre candidat, par exemple? Ça, c'est un problème. Bon, on ne peut pas comprendre également pourquoi des gens de l'opposition ne sont pas autorisés à faire des fiches, exactement. Oui. Et que lui, en tant que candidat en même temps, mais qui a double casquette. Oui, et justement, les assises avaient tranché cette question. Le président de la République ne peut pas être président de la République et président de parti. Parce qu'il y aura toujours conflit d'intérêts. Quand est-ce qu'on peut reconnaître que cette casquette-là, c'est président de la République, cette casquette-là, c'est chef de parti? C'est la même chose. Quand est-ce qu'on peut reconnaître que M. Amadou Ba, il a la casquette de Premier ministre ou il a la casquette de candidat? Quand on ne peut pas faire cette distinction-là. Alors, pour éviter cela, il faut être logique jusqu'au bout. C'est-à-dire, il est candidat, donc il n'est plus chef de gouvernement, on le laisse. Il va mener sa campagne comme tout le monde, aller vers les Sénégalais. Mais vouloir le laisser en même temps, parfois, il peut lui-même le justifier en disant que oui, j'étais là, vous pensez que c'est ça, mais je suis là en tant que... Mais c'est sa communication, c'est ce qu'il dit. Voilà, et qu'est-ce qu'on jamais je suis là-bas pour candidat. Mais faut-il un jeu d'équilibre pour permettre aux autres candidats, parce qu'ils veulent également des Parce que ce qu'il faut reconnaître, comme l'a dit M. Ndour, c'était une des questions cruciales que les assises nationales avaient réglées. Ce n'était pas une question d'intérêt, de conflit d'intérêt. C'est une question d'abus de position. C'est une forme de corruption. Et c'est le cas. Même le président de la République, pourquoi on ne veut pas qu'un président de la République soit chef de parti? Est-ce qu'on pourrait interdire au président Macky Sall de faire sa tournée économique? Personne ne pourrait le faire. C'est le président de la République du Sénégal qui doit faire le tour du pays, faire ses promesses, évaluer ses promesses, ses réalisations. L'opposition était là pour dire qu'il est en train de faire sa campagne électorale. On ne peut pas faire cette distinction-là. Et aujourd'hui, c'est ce qui déteint dans ce que Amadou Ba est en train de faire. Pour moi, ce qui est important, Pape, il va falloir que les Sénégalais, comme je viens de dire, peut-être je fais partie de ces Sénégalais-là qui ont cette chance-là de communiquer aux autres. Le problème est ailleurs. Réglons les problèmes des populations, des Sénégalais. Mais nous sommes beaucoup plus accrochés dans ces tiraillements politiques, politiciennes, de partisans, d'intérêts politiques, et ne pas se pencher sur les questions d'intérêt national. Si aujourd'hui, on demanderait à M. Amadou Ba, en tant que Premier ministre, de ne pas faire le pays, pour ne pas défendre le bilan même
son bilan même en tant que Premier ministre avant qu'il soit candidat. Ce sont des choses impossibles qu'on peut différemment traiter. Il faut accepter qu'il y a des choses qu'on doit changer. Il y a des choses auxquelles les Sénégalais doivent régler par l'éthique. Moi, j'ai fait d'autres pays. On a évalué le processus électoral sénégalais dans d'autres pays, dans d'autres instances. Mais il fait partie des meilleurs systèmes. C'est une question d'éthique. C'est ce qui incarne les institutions au Sénégal. Regardez, au Sénégal, maintenant, faire de la politique est une forme de promotion. Oui. Vous avez les mêmes diplômes, vous êtes dans un parti politique de la majorité, vous occupez les postes d'ascension, les postes de plaisir, les postes de jouissance. Cela n'a rien à voir avec quelqu'un qui est dans l'opposition avec les mêmes compétences. Écoutez, regardons et soyons honnêtes aussi dans le traitement de ce qu'on voit dans l'espace. Il faut au Sénégal être dans un parti fort, être de la majorité pour avoir un certain nombre d'ascensions, pour occuper certaines stations. Cela gangrène et corrompt la compétence au Sénégal et nous en sommes tous conscients. Politique, hein, tout simplement. Oui, fermons maintenant le chapitre politico-judiciaire pour essayer d'ouvrir l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Actuellement, les portes sont fermées depuis le mois de juin. Le conseil ou les assises de l'UCAD sont terminées récemment. Il y a eu des mesures qui ont été prises, la présence de la police dans l'enceinte universitaire, beaucoup plus de contrôle, mais on n'a pas encore de date, Denis Ndour, concernant la réouverture du campus universitaire qui est l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Est-ce inquiétant? Parce que c'est 80 000 étudiants. 80 000 étudiants, c'est combien de familles, c'est combien d'espoirs, c'est combien de jeunes, jusqu'à maintenant, qui n'ont pas encore terminé l'année académique 2022-2023. Bon, moi, je commencerai déjà par m'offusquer, m'indigner. Je me rends triste de voir ces étudiants qui ne font rien depuis presque 5 mois, parce que c'était juin, je pense. Oui, les événements du mois mois de donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a laissés à eux-mêmes. À qui la responsabilité, à qui la faute? Responsabilité partagée. Parce qu'à mon avis, même les parents d'élèves et les parents d'étudiants, comme on peut les appeler, c'est des universitaires, ils ont leur mot à dire. Absolument, parce que ce sont les enfants qui sont là-bas. Les professeurs d'université, ils ont leur mot à dire, parce que c'est eux qui dispensent ces enseignements. Est-ce qu'ils trouvent du plaisir à ne pas aller enseigner et de rester? Non, ils ont demandé rouvrir les voilà. amphithéâtres, le SAES, mais en l'occurrence. Ça a duré quand même, ça a pris du temps. Oui. Et l'État dans tout ça, et le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur, oui. Pardon, dans tout ça, à mon avis, c'était une question de stabilité, parce qu'il y avait un peu de mouvement, etc. Mais ça, c'est vite dépassé au bout d'un mois, au bout de 4 semaines. Alors, pourquoi les gens ne se sont pas mis tout de suite à dire « allons pour ouvrir » Donc, ça revient à ce que je disais tantôt. Pourquoi on veut toujours déplacer des problèmes alors qu'on doit les régler dans leurs racines? Autrement dit, il faut rouvrir déjà présent ou dès maintenant l'université. Pour moi, il faut ouvrir dès maintenant. Dans la mesure, tout ce qui pesait en termes de menaces, de tensions, etc. Bon, il y en a qui supputent, oui, c'est les élections qui approchent, il y a la campagne, etc. On doit rester à équidistant de cela. Ceux qui font leur campagne n'ont qu'à aller faire leur campagne. Maintenant, s'il y a des professeurs d'université qui veulent faire des campagnes, ils n'ont qu'à s'assumer pour aller faire leur campagne. Oui. Mais les étudiants, eux, ils doivent recevoir des enseignements et qu'ils ne doivent pas être là à attendre éternellement. Deuxième chose, dans les réformes en 2014, il y avait un comité qui était chargé de régler, en tout cas de prendre en charge toutes les questions académiques qui devaient se poser à l'université. Je me demande où est cette commission-là? Qu'est-ce qu'ils font? Parce que si vous vous préoccupez de l'aspect académique de l'université et qu'on reste pendant longtemps sans qu'il y ait des enseignements, ça veut dire que vous devez au moins faire quelque chose, en communiquer ou... vous parlez des conclusions, des assises pilotées par le professeur Souleymane Bachidiane, c'est ça? À rencontrer le chef de l'État ou le Premier ministre pour diligenter un peu les choses et ne pas rester dans une situation de statu quo parce que tout le monde regarde. Et ce tout le monde regarde là n'arrange personne.
Parce que aussi, on ne veut pas avoir encore ce qu'on appelait l'année invalide, qu'on a eu en 94-95. C'est quoi? C'est sur base de rien. Les gens, ils perdent comme ça une année scolaire et une année universitaire. Et voyez-vous, les nouveaux bacheliers vont se rencontrer avec les anciens pour revenir à la première année. Ça, c'est finalement même c'est injuste. Et c'est quelque chose qu'il faut réparer et le plus rapidement possible. 5 mois, c'est pas 5 jours. Il y a déjà des retards concernant l'année académique depuis 2012 et même avant. Aujourd'hui, quelle solution faut-il faire de la question de l'UCAD? Pas une affaire entre professeurs, étudiants et État, mais une question nationale, Djibril Gueye. La question de l'UCAD est une question qui concerne entièrement l'État du Sénégal. La formation des Sénégalais, leur sécurité, la sécurité des Sénégalais, l'alimentation des Sénégalais, c'est des droits pour les Sénégalais que l'État doit nécessairement satisfaire. Comme vous avez dit tantôt, essayons de regarder sur le rétroviseur. Ce qui se passe à l'université est une des conséquences dangereuses de combat politique. Pourquoi ne pas avoir le courage de le dire? C'est-à-dire? Mais c'est à la suite des événements dans l'espace politique. Les événements du mois de juin. Oui. Que des étudiants ont saccagé avec des pertes considérables. Je ne veux même pas insister sur ça. Je veux dire que c'est par des combats politiques dans l'espace social que l'université a été arrêtée, suivant des conséquences d'insécurité aussi bien pour tous les acteurs de l'éducation. C'est ça qu'il faut reconnaître. Maintenant, l'État, pourquoi je dis entièrement l'État? C'est l'État qui doit prendre en charge la sécurité des Sénégalais, la continuité de l'enseignement, la sécurité des étudiants et des enseignants et la pacification de l'espace universitaire. Aucune autre institution ne pourrait le faire. Et cela demande des moyens humains, des moyens logistiques et des moyens sécuritaires. Il ne faut pas dire que je ne suis pas là pour défendre ce temps de latence-là, d'attente, qui est pour moi dangereux dans l'espace universitaire parce que l'enseignement doit être continu. Mais il va falloir qu'on fasse beaucoup plus d'examen de cette situation-là, situer les responsabilités et engager surtout des réformes. Quand j'ai lu dans les assises, dans ces dernières assises, que la question cruciale était la sécurité, il va falloir maintenant qu'il y ait l'introduction de la police dans le campus universitaire. C'est un problème. Nous qui étions étudiants, moi je suis victime de l'année 94, de l'année invalide. Aussi. Alors, si maintenant la question cruciale reste la sécurité dans le campus, c'est parce que tout simplement aussi, il faut savoir qu'on a politisé le campus universitaire. Ce qui se passe dans l'espace public, c'est en miniature ce qui se passe dans l'espace universitaire. Maintenant, ce ne sont plus des confrontations d'idées, des confrontations d'écoles, des confrontations d'idéologie. Maintenant, c'est des confrontations politiques dans l'espace universitaire. Est-ce possible de régler ces situations? Oui, il faut que l'État sévit. Il faut que notre État continue à être solide et faire face à ces infiltrations et les régler. Mais chaque fois, c'est comme on dit, tafiengel. On fait en sorte que l'espace soit pacifique. On fait en sorte que tous les acteurs soient calmés et la vie continue. Voilà le péché mignon de notre État. Pour moi, il y a des choses qu'on doit régler, quel que soit le temps à prendre. Pourquoi? Parce qu'il faut les régler, comme vous dites, définitivement. Oui. Actuellement, l'UCAD n'est pas encore rouverte. On va vers des élections, des échéances, l'élection présidentielle. Est-ce encore pas d'éclaircie? C'est comment faire aujourd'hui? Est-ce un moment favorable? C'est ça? Mais non, la formation ne doit pas avoir de moment. La formation doit être continue. Mais est-ce qu'on n'a pas peur
parce que le Justement, c'est campus, pourquoi je dis, est-ce qu'il y a un moment favorable, le coût puisque demande c'est du de ça temps, qu'on a le coût demande du temps, parce que d'après Maguette Sen, le directeur, le taux d'exécution des travaux est à 70%. Le coût demande également du temps, parce que le coût a subi beaucoup de pertes, la logistique surtout, beaucoup de bus brûlés. Le conseil académique mise sur la réouverture du campus pédagogique, mais pas le campus social. Comment trouver la bonne alchimie entre ces différentes pistes de réflexion qui ont été mises? L'État a les moyens, s'il veut faire ce qu'il veut faire. Oui. Et c'est de là où Djibril disait l'État doit rester fort et ferme. Alors, aujourd'hui, on me dit, oui, le campus social n'est pas encore disponible. Pourtant, on nous avait parlé de gouvernement de combat ou d'accélérer la cadence, je ne sais pas. En tout cas, si l'État veut, l'État peut. Pourquoi? Parce que c'est une question d'urgence, mais également c'est une question de priorité. C'est une question de priorité. Aujourd'hui, si on doit faire des rallonges budgétaires à des ministères pour des urgences, on le fait. On sait, on connaît les moyens et les chemins à entreprendre pour y parvenir. Pourquoi ne le faisons pas pour l'université? Et la responsabilité également des étudiants qui doivent protéger leur propre entre. Absolument, Parce je suis que quand d'accord. l'UCAD a Je suis été d'accord avec brûlé également, Je suis il y a eu d'accord un avec silence mou et presque Oui, coupable. je suis Parce d'accord qu'on ne avec brûle vous. pas une université, Absolument. on ne brûle pas une bibliothèque, Justement, on ne c'est- brûle pas des archives. C'est pourquoi Une les responsabilité coupables partagée doivent être, également. c'est Oui. pourquoi les coupables doivent être sévèrement sanctionnés pour donner leçon aux autres. Mais je dis que aujourd'hui, les étudiants eux-mêmes doivent faire aussi leur prise de conscience. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui m'infiltre et que je le connais, je sais qu'il n'est pas étudiant, je dois le dénoncer. On doit avoir cet esprit-là. Aujourd'hui, c'est un peu culturel. Même dénoncer quelqu'un du quartier qui ne fait pas quelque chose de bien est mal vu. Pourquoi tu le dénonces? Tu es méchant. Et pourtant, entre eux, étudiants, ils savent qu'il y en a qui ne sont pas des étudiants. C'est des cartouchards qui fréquentent l'espace universitaire. Et pourtant, ils sont là parce qu'ils sont là pour des causes politiques, purement politiques. Oui. Et pourtant, on ne sévit pas. Et pourtant, il y a l'autorité qui est là aussi, qui doit sévir, qui ne sévit pas. Alors, ça veut dire tout simplement que l'État ne peut pas dire oui, j'ai les forces, les moyens de l'État pour rester fort, et parfois, voilà, vouloir faire du masla et puis passer juste là-dessus et avancer. Je pense que si l'État veut, l'État peut, parce que il sait pertinemment comment trouver les moyens pour faire de cela une priorité. Autre priorité, c'est mettre fin à la migration irrégulière. Il y a eu des vagues de départ. Récemment, c'est dans la région de Saint-Louis, après Gandiol, Gokhomba, des vagues de départ, des morts, concernant surtout des jeunes, mais surtout avec l'alerte de Save the Children, des enfants et des femmes. Comment arrêter les vagues de départ? Une question qui revient comme un vieux serpent de mer, Djibril Gueye. Merci Djibril. Alors, Non, vous donnez la parole, merci. Non, parce que c'est une question comme si vous droits avez... humains, c'est ça. Voilà, qui me tient très mal à cœur. J'en tellement réfléchi. Je te d'abord parler. Alors, Voilà, parce que pour moi, on limite la question à une question d'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi, ils vont prendre le bateau, ils vont partir. Ils vont prendre la pirogue. Alors trouvons juste quelques emplois et ils vont s'asseoir. C'est pas du tout l'analyse sociologique de la chose. C'est ça. Et c'est ça notre problème fondamental. On a augmenté le taux d'emploi, donc les jeunes vont rester. Non, c'est plus profond que ça. On a vu des familles qui veulent partir ensemble. Papa, maman, enfant. Ça pose problème. oui. Aujourd'hui, les pêcheurs eux-mêmes se plaignent. Ils ne se plaignent pas depuis aujourd'hui, ils se plaignent depuis fort longtemps qu'il y a des bateaux industries qui sont dans l'eau, dans nos eaux, sur nos eaux, qui amassent tout le poisson que eux ils amassaient et qui transforment, qui font tout pour nous revendre. Au moment où eux, c'est une pêche artisanale qui n'a pas ces moyens-là, rentre bredouille. Est-ce que l'État a essayé de trouver une solution à cela? Donc, ça c'est beaucoup plus profond.
Cette personne-là se dit, bon, moi je connais le chemin pour aller en Espagne. Si je peux me permettre d'amener 200 personnes, chacun me donne 1 million, je deviens tout de suite un millionnaire. Alors, oui, on nous dit, on a attrapé quelques gens qui sont en train d'embarcader, donc le problème est réglé. Le problème n'est pas réglé. Le problème est beaucoup plus profond, c'est sociologique. Il faut qu'on conscientise, mais qu'on conscientise profondément en y mettant du concret. On ne peut pas conscientiser pour dire, ok les gars, c'est pas bon d'y aller. Non, c'est pas ça qui résout le problème. Mais comment conscientiser, oui. Mais c'est ça qu'il faut dire. Merci Denise. Pourquoi j'ai préféré qu'il parle? C'est que nous avons tous les mêmes opinions sur cette question. Ne croyons pas que c'est parce que, voilà, il n'y a pas d'emploi, que les enfants, que maintenant les jeunes quittent le Sénégal. Il faut faire une analyse à 2 niveaux. Qui étaient les premiers à prendre les pirogues? Ce sont les jeunes des différentes zones de pêche côtière. Donc c'est après qu'il y ait une rareté de leurs ressources de survie qu'ils ont préféré abandonner la pêche artisanale pour ne pas être dans les bateaux. Ils préfèrent maintenant aller travailler ailleurs et dans les pays européens les plus proches comme l'Espagne. Donc la question d'abord de l'immigration, c'était d'abord une question de survie d'une frange importante de jeunes qui travaillaient dans la pêche, dans le secteur de la pêche. C'est après que cette situation a évolué en milieu urbain. Pourquoi? Parce que là aussi, il y a une inadéquation entre la formation et l'emploi. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes maintenant qui ont leur diplôme et qui ne travaillent pas et qui préfèrent maintenant quitter le Sénégal. Pour ne pas maintenant dire, ça c'est mon opinion, maintenant ce sont des jeunes qui n'aiment plus leur pays. Parce que nous sommes dans un pays maintenant installé sur une pétrolière où l'espoir quelquefois n'est pas permis. Et à tout point de vue, c'est ça qu'il faut reconnaître. Maintenant, ce n'est plus une question de dire n'y allez pas, restez ici, c'est pas ça. C'est créer les conditions d'un retour de l'espoir de ces jeunes de pouvoir rester dans ce pays-là, travailler dans ce pays-là, être avec leur famille dans ce pays-là et s'épanouir dans ce pays. Et tout ce qui peut faire ça, c'est le travail. Il éloigne la personne de 3 grands mots. C'est l'emploi, l'envie, le vice et le besoin. Réglons ces questions-là par l'emploi et c'est possible. C'est pourquoi je salue actuellement toutes les collectivités locales qui veulent organiser des forats, de pouvoir impliquer les secteurs privés locaux dans la création de richesses, mais surtout dans l'élargissement de l'espace de l'emploi pour les jeunes. S'il n'y a pas, ce n'est pas une question de dire n'y allez pas, le Sénégal est un beau pays, ce n'est plus ça. Dites n'y allez pas, on va vous donner quelque chose pour travailler, vous marier, vous épanouir au Sénégal avec vos papas, vos mamans et vos femmes. Tant qu'il n'y a pas. Et puis faire en sorte que les politiciens, ceux qui sont dans l'espace politique, quand même, apaisent ce pays-là. M. Ndour a dit quelque chose de très important quand il vous a demandé est-ce qu'il y a un lien entre l'éducation et les élections. Mais il n'y a aucun lien. Faisons en sorte que l'espace politique soit, l'espace citoyen soit apaisé. Que les élections, s'il y aura élection, se passent normalement. Qu'il y ait un processus électoral consensuel et que les acteurs politiques se respectent mutuellement. Voilà ces questions-là qui gangrènent ce pays, qui sont même les conséquences de cette immigration clandestine. Pourquoi? Parce que les jeunes peuvent arriver jusqu'à ne plus aimer leur pays. Regardez ce qui s'est fait dans tous ces événements-là. Je dirais l'événement juin, mars 2021. Ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui saccagent. Ce sont des jeunes qui disent on en a marre. C'est ça qu'il faut analyser. Mais pas pour dire qu'on va vous donner de quoi mettre sous la dent. Non. C'est faire en sorte qu'ils soient dans un processus d'éducation et de formation qui aboutit dans l'accès à un emploi sérieux, ferme, durable et socialement assis, socialement respecté. Mais par exemple pas des tâches, des boulots de tâcherons. Ce n'est plus ça. Faisons en sorte que l'éducation puisse produire des qualifiés qui peuvent effectivement être dans l'espace de l'emploi avec un emploi sûr,
sécurité Oui. et durable. Et je mets le curseur sur les enfants et les femmes de Nice Nour, avec l'alerte de l'ONG Save the Children. Les enfants, il faut les épargner dans tout cela quand même. Oui, mais l'enfant n'a pas choisi. C'est ça. C'est le parent qui a C'est choisi à sa suicidaire quand place. même. C'est suicidaire, mais Désolé du qualificatif. il faut mettre. Vous savez, je donne un exemple banal. Aux États-Unis, un enfant qui n'est pas à l'école à l'heure de l'école, la police prend l'enfant et essaie de contacter les parents pour savoir pourquoi l'enfant est dehors. Vous voyez? Et l'éducation ici n'est pas un c'est une droit. responsabilité. Oui. Voilà, donc aussi, si Mais le parent n'est pas lui-même... obligé, je veux dire. Le parent lui-même, peut-être qu'il a promis à son enfant l'Eldorado, écoute, on va aller... 6 mois, comment on peut non, permettre? pas celui-là. C'est possible. Je veux dire un enfant qui a au moins une dizaine d'années et plus. Mais le bébé là, qui vient de naître, Oui. celui-là, il est innocent, il ne connaît rien. Donc, la maman ne peut pas laisser un bébé derrière lui. Il est obligé de partir. On a vu même des femmes en état de grossesse oui. qui veulent partir. Donc, il faut creuser et se dire comment on doit faire. C'est un appel aussi. Et mettre quand même... Là, c'est un appel. Demander cette question-là C'est important. est une question d'une dynamique stratégique. Tout à fait. Il faut que l'État réfléchisse sur d'autres stratégies d'espoir pour ces jeunes, C'est ça. pour qu'ils restent. Moi, en tout cas, nous sommes dans un pays où il y a le soleil, il y a l'eau, il y a la terre et la mer. On peut vraiment développer d'autres stratégies innovantes de création de richesses et de production. Nous sommes dans un pays qui, dans 2 ou 3 ans, sera un pays pétrolier ou gazier. Commençons d'abord. Et c'est une question également d'imaginaire. Oui, non, c'est C'est-à-dire ça que je suis en train de dire. C'est l'innovation, ça. Oui, C'est ça que je suis la en train de dire. créativité. Oui. Essayons d'être beaucoup plus concrets dans des stratégies politiquement acceptables, réalisables, pour effectivement garder l'espoir et faire retourner nos petits frères, nos neveux, non seulement au pays, mais les faire espérer d'être dans un pays où ils peuvent effectivement trouver le bonheur. C'est 3 minutes, parce que peut-être vous avez payé des factures de la Sénélec un peu cher, j'en sais absolument rien du tout. 3 minutes, hein, il est 56, 3 minutes pour parler un peu de la Sénélec. On a vu la commission de régulation du secteur de l'énergie qui a sorti une dizaine de points pour interpeller la Sénélec après la sortie du collectif dirigé et piloté par Oumy Ndour. Les factures sont électriques avec les institutions de Bretton Woods qui ont incité l'État à appliquer la vérité des prix. Actuellement, on parle un peu de la subvention qui est baissée par l'État. Et le citoyen dans tout cela, comment sortir un peu de ces situations électriques rapidement de Nice 12? On se pose la question, est-ce qu'on n'est pas sur des situations de plan d'ajustement structurel? Puisque la Banque mondiale ne donne pas son argent comme ça, justement parce que je veux vous prêter, mais la Banque mondiale, en prêtant son argent, veut aussi avoir un retour. Et donc, s'il pense que si tu fais ça, il aura plus de retour, mais pourquoi pas? Mais c'est à nous maintenant de nous déterminer, faire ce qu'on appelle le changement de paradigme. Pourquoi devons-nous continuellement se baser notre économie sur ces institutions-là? Que faisons-nous de la solidarité africaine sur le plan économique, sur le plan de la sous-région? Vous parlez de la CEDEAO, c'est ça? Mais de la CEDEAO, de l'UEMOA, mais pourquoi pas? Nous devons compter sur nous-mêmes pour développer notre économie propre et ne pas se laisser imposer certaines décisions. Donc, pour revenir aux factures, franchement, c'est dur pour tout le monde. Moi-même, j'en ai fait les frais. Mais c'est pour dire tout simplement que c'est la vie qui est chère à Dakar. C'est la vie qui est chère. Ce n'est pas seulement une question de Sénélec. C'est la vie qui est chère dans son ensemble. Vous savez, quand vous vivez ici, vous ne le sentez pas trop, peut-être parce que vous êtes habitué. Oui. Mais celui qui est de passage, il se lamente tout simplement parce que c'est dur, parce que c'est cher. Et cela, c'est une interpellation du gouvernement. C'est-à-dire aujourd'hui, toutes les questions qui nous retardent sur le plan politique, là, on doit mettre ça de côté et se focaliser sur le train de vie des Sénégalais pour leur permettre d'avoir de quoi manger et de s'occuper de leurs enfants, de leur éducation et de leur santé. En 30 secondes, Djibril Gueye, sur la question. Bon, je vais juste dire que avec nos rapports avec
ce que nous venons de recevoir du FMI. Oui. Écoutez, ce qui est beaucoup plus important, c'est la redevabilité sur cette question. Injecter chaque fois des fonds pour un secteur qui ne satisfait pas aux préoccupations des populations. Il y a une question d'évaluation qu'on doit faire de ces différentes institutions financières. Oui. Maintenant, comme le Forum civil l'a demandé, essayons de mettre des conditions. Que la redevabilité soit de mise dans ces différents secteurs. Lutter contre les flux financiers illicites qui viennent gangréner notre économie et regarder nos rapports avec les institutions de Bretton Woods. Est-ce qu'ils ne sont pas obsolètes par rapport au nouveau paradigme de développement que nous voulons nous mettre en place en tant que Sénégalais? Oui, pour terminer, pour dire que les factures, ce que j'ai apprécié dans ça, pour la première fois maintenant au Sénégal, le directeur de la Sénélec a parlé aux Sénégalais directement pour leur dire que vous ne pouvez pas avoir une électricité cheap, moins chère, facile, parce que tout simplement les investissements sont lourds. Donc, il espère à ce que demain, qu'il y ait d'autres alternatives d'énergie pour que effectivement, l'électricité puisse baisser. Et ce qui est important, qu'on y croit ou pas, les Sénégalais vivent les tensions économiques mondiales. Et on doit s'y conformer. Merci beaucoup pour ce débat électrique. Denis Ndour de la Ligue sénégalaise des droits humains, Djibril Gueye chargé des élections au Forum civil. Merci également à Amadissi. Merci chers auditeurs. Flash d'information, le JDD Aïssata Ndiaye Fall s'entretient avec l'économiste Khadim Baba Diagne. Tout de suite. Vous nous écoutez sur le net sur emedia.sn. sibili jotu toftalu ci fukk ak benn di 11h bi la jukkib xibaar dañ ko dal di dore waa SAES ñoom nag seen jaas yi génn na mbaram ak it nag kilifa yi dogal bi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ngi rek neggandiko ko taaxirlu gi ci wàllu njàng mekk njàngale mi loolee kon nekk li nga xamante ni daal ñoom nee nañu daar daal di am tax na sax ñi daal di amal ak artu ak grève bu ñu daal di nas ñu ngi ko war a tàmbali ni ki juróom benn jàpp juróom ñaari fan ci weeru novembre gi la ñi jëm loolee lañu daal di xamle ñetti gaal yu ñu teg loxoti ci diwaanuk Ndar mi ngi yeboon lu ëpp téeméeri doomu aadama yoo xamante ni daal jéggi woon ndox mi dem fi nga xamante ni tugal moo nekkoon seen bëgg-bëgg ñu nemee ko ci fukki soxna ak ñaar ci ay tout tànk association bi takkee adjoint maire yi ci réewum Sénégal ñi ngay àllu ñoom nag nee nañu acte 3 de la décentralisation bi dañ cee bay seen waar kon nag jot nañu nguur gi daal leen di jox la nga xamante moo di seen nag gëdd bu duwuta payoor tamit mu am lu leen dogal ñi di ko comp di ko dundee lii mbokk yi moo këmmal xibaar yi ci jukki c'est l'émission Journée du dimanche docteur Khadim Bamba Diagne xeltu kat bi ci wàllu ko koom di tontu ci laaj ji soxna Aïssata Ndiaye Fall jàngeen jëf. Devant le jury du dimanche ce 29 octobre, Dr Khadim Bamba Diagne, économiste, enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, face à Aïssata Ndiaye, il abordera les sujets suivants. La situation sociopolitique et économique du Sénégal, la mission du Fonds monétaire international au Sénégal, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et le défi de la réouverture, enjeux et perspectives de la présidentielle de février 2024. Posez vos questions via WhatsApp au 78 178 97 0.